Salut, je m'appelle Jean-Nicolas Véraud. Vous le savez peut-être, mais j'ai 3 enfants. Donc, les bras bien remplis. Ah, et ça, c'est Colette. Des petits et des gros problèmes de santé, on en a vécu, puis on en vit encore. On en vit tous, d'ailleurs. Des bobos ou des conditions plus ou moins graves, parfois gênantes, parfois cocasses, parfois tabous, et qui nous créent toutes sortes d'angoisses. Dans cette nouvelle saison du balado Ma santé sans tabou, je vous ouvre les portes de chez moi. C'est dans mon petit cocon que je vais accueillir les pharmaciens et pharmaciennes propriétaires affiliés à Brunet qui vont nous aider à apaiser nos inquiétudes du quotidien. Là où je continue de recevoir mes courriers du corps, les histoires vraies de personnes qui vivent des problèmes de santé ou des conditions particulières. Aujourd'hui, on parle de cannabis avec l'histoire de Niska, 27 ans. Le courrier du corps. Cher Jean-Nicolas, j'ai commencé à fumer du cannabis dans ma jeunesse. J'ai adoré ça et rapidement, je me suis mis à fumer seul tous les soirs avant de dormir. Puis, je suis devenu un grand consommateur. Je fumais parfois 8 joints par jour. Dès le matin au réveil avant d'aller à l'école et la nuit, je me réveillais pour tirer sur mon joint. À l'époque, c'était pas légal, alors j'achetais du cannabis dans la rue et je changeais souvent de produit. Un soir, je suis sorti avec des amis, j'ai bu. Et comme d'habitude, je suis rentré chez moi et j'ai fumé un joint, sauf que cette fois-ci, je me suis senti très mal. Je pense que le produit était plus fort que d'habitude. Au milieu du joint, j'ai commencé à avoir du mal à respirer. Ma tête résonnait dans tous les sens et j'avais l'impression que mon cœur allait exploser dans ma poitrine. Je ne voyais aucune issue et j'étais terrifié. Je me rappelle que j'essayais de regarder dehors pour trouver des points de repère, mais que tout bougeait trop vite. À un moment donné, j'ai même pensé à me jeter par la fenêtre pour que ça s'arrête. Heureusement, j'ai appelé ma meilleure amie. Elle est venue me chercher et m'a amené chez elle. J'ai vomi, j'ai bu de l'eau et petit à petit, j'ai retrouvé le calme. Le lendemain, j'ai réessayé de fumer et j'ai senti de nouveau la panique m'envahir. Alors, j'ai complètement arrêté, mais le sevrage a eu un gros impact sur moi. Je ne pouvais plus dormir ni manger. J'avais peur de tout. Je voyais tout gris. J'ai fini par en parler à mon médecin de famille et il m'a prescrit des anxiolytiques 3 fois par jour pendant 2 semaines. Ça m'a aidé à dormir, mais en contrepartie, j'avais des effets secondaires très désagréables. Après quelques jours, j'ai arrêté les médicaments et j'ai commencé à faire du sport. J'ai changé de rythme de vie pour essayer de trouver du plaisir ailleurs. C'était vraiment difficile parce que ma vie tournait autour du cannabis. Au bout de quelques mois, j'ai recommencé à manger normalement et à dormir. 10 ans après, j'ai réalisé que le bad trip avait provoqué en moi de l'anxiété que je n'avais pas avant de fumer. Aujourd'hui, même quand je bois un café un peu trop fort et que je sens mon cœur battre trop vite, j'ai peur de revivre la sensation de panique. Bon, je savais pas que le cannabis pouvait provoquer de l'anxiété à ce point-là. Les conseils du pharmacien. Nicolas Huot, merci de venir chez moi répondre à nos questions. Bien, Jean-Nicolas, merci de me recevoir. Je suis très content que tu sois là. Pharmacien, propriétaire affilié à Brunet, à quel endroit? À Victoriaville. À Victo. Oui. À Victo. Exactement, à Victo. Merci. Écoute, aujourd'hui, j'ai des questions pour toi, évidemment. Puis c'est relié à un sujet qui se démocratise de plus en plus parce qu'on en entend de plus en plus parler, le cannabis. Fait que depuis que le cannabis est légal, on sait beaucoup de choses sur le produit, mais qu'est-ce qu'on sait exactement sur le lien entre le cannabis et la santé mentale? Il y a plusieurs études qui font un lien clair entre la consommation de cannabis régulière et le risque de troubles de santé mentale. On parle ici, entre autres, d'anxiété et de dépression. Ça peut aussi aggraver nos symptômes. Donc, on a plusieurs patients ou personnes qui vont souffrir de dépression ou d'anxiété puis qui vont consommer du cannabis pour aider à soulager leurs symptômes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que souvent, ça va aggraver leurs symptômes sur le long terme. Entre autres, c'est des risques qu'ils pourraient avoir, c'est qu'on va développer un trouble d'usage aux substances, donc une dépendance au cannabis. On va augmenter notre niveau d'anxiété ou de dépression. On peut venir jouer aussi un petit peu au niveau de notre énergie. On va être un peu plus down, puis on veut moins faire, mais c'est quelque chose. Donc, ce qu'il faut que les gens retiennent, c'est que si on est anxieux ou qu'on souffre de dépression, le fait d'arrêter de consommer ou de réduire notre consommation de cannabis va nous aider à évoluer dans notre maladie. On sait aussi que, ça, il y a peu de gens qui vont le savoir, mais le fait de consommer du cannabis, ça peut augmenter le risque de développer des maladies plus graves, comme la schizophrénie et les psychoses. C'est de quoi qu'on va observer surtout chez les adolescents et les jeunes hommes qui vont fumer du cannabis. C'est-tu un perturbateur du sommeil aussi?
Oui, ça peut venir J'ai jouer. déjà entendu ça. Je te pose la question parce que j'ai entendu des gens qui pensaient régler leur problème de sommeil avec ça, puis finalement, non, c'était pas un En fin sommeil de compte, il très va y avoir récupérateur. les deux à ce niveau-là. Il y a des gens que ça va aider avec le sommeil, il y en a d'autres qui vont moins bien dormir par rapport à ça. Ça va dépendre des produits qu'on consomme. Ben, tu vois, ça m'amène à te demander comment un produit peut être à la fois apaisant et toxique pour le cerveau. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cannabis, il y a plusieurs substances chimiques. Les deux acteurs clés, finalement, c'est le THC et le CBD. Donc, c'est là qu'on va avoir une substance qui produit deux effets qui sont complètement différents. Le THC, c'est la substance qui nous rend euphorique, qui va créer un petit high que les gens vont prendre justement pour se sentir plus heureux. De l'autre côté, le CBD, lui, n'aura pas cet effet euphorique-là, puis va être plus calmant. Donc, dans le fond, c'est le THC qui est plus nocif, c'est ça? Exactement. C'est cette substance-là, finalement, qui peut créer des troubles de santé mentaux sur le long terme. Et plus le taux va être élevé au niveau du THC, plus qu'on augmente les risques. Comment savoir si on risque de développer des maladies mentales suite à une consommation de cannabis? Malheureusement, Jean-Nicolas, on ne peut jamais être sûr à 100 si on va en développer ou pas. Par contre, on a des indicateurs ou des facteurs de risque qui font que tu aurais peut-être plus de chances d'en développer ou non. La première des choses, c'est que si on consomme d'autres drogues ou de l'alcool en même temps, on vient d'augmenter les risques. Même chose, si le taux de THC est beaucoup plus élevé, il y a des substances qui vont en contenir plus finalement. Donc, si on a un cannabis qui est fort en THC, à ce niveau-là, on va avoir plus de risques. Il faut regarder aussi nos antécédents personnels et familiaux. Donc, quelqu'un qui souffre déjà de troubles de santé mentale va avoir plus de chances d'en développer. Même chose si au niveau de la famille, on a déjà des troubles de schizophrénie, de psychose ou d'antécédents de troubles d'usage de substances. Est-ce qu'il y a des substances qu'il ne faut pas mélanger avec le cannabis? C'est sûr qu'il faut apporter une extrême prudence à qu'on mélange le cannabis avec d'autres drogues ou avec de l'alcool parce que les effets vont se potentialiser. Puis des fois, justement, ils n'ont pas les mêmes effets au niveau du cerveau. Donc, on va avoir un effet perturbateur, un effet qui va être dépressif. Donc, tout ça mis ensemble peut causer des problèmes. Il y a certains médicaments aussi qu'il faut faire attention. Donc, tout ce qui va toucher à notre système nerveux central pourrait causer des problèmes. Donc, on parle des somnifères, des anxiolytiques, des benzodiazépines, tous les opioïdes, donc dérivés de la morphine, ça cause la somnolence. Donc, si on prend ça, puis en plus, on consomme du cannabis, mais les effets vont se cumuler. Puis, les choses que des fois que les gens ne savent pas, le cannabis aussi peut avoir des interactions avec des médicaments qui sont prescrits. On parle des médicaments pour le VIH, on peut parler des antibiotiques, des antifongiques, des maladies pour le cœur. Donc, c'est important, si les gens consomment du cannabis d'une manière qui est régulière ou même occasionnelle, il ne faut pas qu'ils aient peur, puis il faut qu'ils le mentionnent à leur pharmacien. Comme ça, on va être en mesure d'analyser leur dossier puis de leur dire s'il y a un risque pour leur santé. OK, mais ce qu'on comprend clairement à travers ta réponse, c'est que tu n'encourages pas les gens à consommer du cannabis, mais surtout à être transparent avec son pharmacien. C'est ça qui est important. Puis évidemment, pour consommer, bien, ça prend l'âge légal. Exactement. Il ne faut pas avoir honte d'en parler. Finalement, il peut pareil avoir des interactions qui sont majeures. Puis à titre de professionnel de la santé, que ce soit le pharmacien ou le médecin, le fait de le savoir bien, peut enligner nos traitements. Écoute, j'ai des connaissances dans mon entourage, une connaissance entre autres, qui a beaucoup de difficultés, qui a essayé plusieurs fois dans sa vie d'arrêter, puis il n'est pas parvenu. Comment on peut faire pour arrêter de consommer du cannabis quand on en consomme depuis longtemps, depuis qu'on est... Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut arrêter de consommer du cannabis, surtout si ça fait longtemps qu'on en consomme puis d'une manière qui est régulière, on est mieux d'aller chercher de l'aide parce que ça ne sera pas un sevrage qui va être facile. Donc, la première des choses, ça serait peut-être d'essayer de voir avec une ressource, un professionnel de la santé ou un centre de réadaptation en consommation, comme ça, qui vont être capables de nous épauler. Ces centres-là vont nous aider à déterminer c'est quoi nos objectifs, puis aussi à se planifier un plan de match. Parce que si la personne consomme du cannabis depuis des années, c'est un peu utopique de croire que du jour au lendemain, on va arrêter puis tout va bien se passer. Donc, il faut avoir un plan de match, des étapes à suivre, puis avoir quelqu'un qui nous épaule. Il faut aussi être conscient qu'on va avoir des symptômes de sevrage. Donc, quand la personne est renseignée qu'elle va avoir des symptômes de sevrage, quand ça va arriver, bien, elle ne sera pas prise au dépourvu puis elle va l'avoir planifié. Écoute, j'ai reçu l'histoire d'un jeune adulte qui a dû arrêter le cannabis suite à un bad trip. Son médecin, suite à ça, il a prescrit des anxiolytiques pour qu'il puisse recommencer à dormir, à manger. Est-ce que c'est fréquent de faire de l'insomnie, de perdre de l'appétit lorsqu'on arrête de consommer le cannabis? C'est sûr que quelqu'un qui consomme du cannabis depuis longtemps sur une base qui est régulière ou presque régulière va avoir des symptômes de sevrage. Les symptômes de sevrage vont être séparés en deux. C'est surtout des symptômes qui sont mentaux puis des symptômes qui sont physiques. Donc, au niveau des symptômes mentaux, on va avoir une perturbation un petit peu au niveau de nos émotions. Donc, la personne peut devenir irritable, elle peut être colérique, elle peut aussi commencer à être anxieuse, à être paranoïaque, se poser des questions. Elle peut avoir des troubles au niveau du sommeil, comme tu mentionnais. Donc, c'est quoi qui est possible?
Au niveau physique, on peut en avoir aussi. Donc, ça se peut que les gens ils se mettent à avoir des douleurs abdominales. Les grands consommateurs peuvent même avoir des frissons, avoir des bouffées de chaleur, des tremblements. Donc, tu sais, tout ça mis ensemble, c'est des symptômes qui peuvent arriver. Puis c'est pour ça que les gens, il faut qu'ils soient informés. Parce que si ça nous arrive et on ne l'avait pas prévu, bien, c'est sûr que ça peut être perturbant. Là. Ben oui, je comprends. Est-ce qu'il y a des risques d'un sevrage trop brutal avec le cannabis? C'est sûr qu'un sevrage rapide va amener des effets secondaires plus rapidement, donc des symptômes de sevrage. Donc, si on veut augmenter nos chances de réussite, puis être sûr d'avoir un sevrage qui soit réussi, il faut être accompagné, il faut avoir un plan, il faut faire affaire avec des ressources, des professionnels qui vont nous permettre de cheminer là-dedans. Ça prend combien de temps, éliminer le cannabis de notre système? Ça, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer. Donc, la manière qu'on consomme le cannabis peut avoir une influence. Donc, le cannabis qui est ingéré au lieu qui est inhalé va rester dans le corps plus longtemps. La corpulence ou finalement le physique de la personne qui en consomme aussi peut avoir un effet parce que finalement, le THC peut se localiser au niveau des tissus adipeux, donc ça va au niveau du gras. Donc, tu sais, quelqu'un qui fait plus d'embonpoint va en avoir plus longtemps. L'autre chose aussi qui peut avoir une grosse influence, c'est la fréquence. Donc, tu sais, le grand consommateur qui consomme du cannabis à haute teneur en THC à tous les jours, bien, ça peut rester dans son corps des dizaines de jours, même jusqu'à un mois, tandis que le consommateur occasionnel, c'est proportionnel, ça va peut-être rester, mais c'est quelques heures, aller jusqu'à quelques journées. Puis de quelle façon vous intervenez ou comment vous accompagnez les patients qui consomment du cannabis ou qui ont envie de cesser de consommer du cannabis? C'est sûr qu'à titre de professionnel de la santé qui est facilement accessible, on peut être là pour les écouter, puis en discuter d'une manière qui est avec de l'empathie, sans jugement. Parce que c'est important, finalement, on va être là pour écouter, expliquer les risques pour sa santé. Mm-hmm. Après ça, si la personne a de l'ouverture et elle dit « je veux diminuer » ou « je voudrais le cesser complètement », on va être en mesure de peut-être le diriger vers une ressource qui va être en mesure de le prendre en charge puis qui va l'aider au niveau du sevrage. On peut être là aussi justement pour l'enseigner ou plutôt le renseigner sur les symptômes de sevrage qu'il pourrait avoir s'il cesse complètement. Puis dans certains cas, les médecins peuvent prescrire des traitements pour aider, donc on va pouvoir l'accompagner à ce niveau-là. Merci Nicolas pour tes réponses. Les questions du public. Écoute, je suis allé sur des forums. Je suis allé répertorier quelques questions du public, des questions intéressantes. J'ai envie de te poser, ça te tente-tu? Oui, vas-y. Right. La première, c'est quoi la différence entre une psychose et un bad trip? C'est quand même une bonne question, ça. Bien, la psychose, là, c'est une perte totale de la réalité. Donc, tu sais, je veux dire, la personne n'est plus capable de distinguer le vrai puis le faux. Elle peut avoir des hallucinations visuelles, auditives. Elle comprend pas trop et plus dans notre monde. Ça peut ressembler beaucoup à un bad trip, mais le bad trip, ça va être à un niveau moindre. Donc, ça va être pas mal les mêmes symptômes, mais à un niveau qui est moindre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le bad trip, habituellement, ne laissera pas de séquelles neurologiques comme la psychose peut faire. C'est important, si une personne a ces symptômes-là, qu'elle n'est pas sûre, il faut se diriger vers un centre pour être prise en charge, évaluer exactement la circonstance, savoir si c'est un bad trip, une psychose. Puis aussi, ce que la personne peut faire pour s'aider, c'est que quand on en a fait un bad trip, bien, il faut éviter après ça de reconsommer des produits à forte teneur en THC parce qu'on risque de redéclencher un nouvel épisode. J'ai une jeune adulte à la maison qui fume du cannabis. Je remarque que lorsqu'elle n'a pas fumé, elle est très irritable. Je me demande si dans son cas, le cannabis peut être addictif. Comment l'aider? Bien, en effet, l'irritabilité, ça peut être un facteur ou un signe d'une dépendance. Mm-hmm. Donc, je pense que la première des choses que la personne devrait faire, ça serait d'avoir une conversation sans jugement, avec une ouverture d'esprit avec la personne pour lui expliquer un peu comment elle se sent, puis il refléter un peu ce qu'elle voit. Par la suite, si la personne elle a de l'ouverture à dire, ben, tu sais, qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être un problème de dépendance puis qu'elle voudrait diminuer ou cesser sa consommation, bien, ça pourrait être une belle étape pour l'enligner vers un centre de réadaptation en dépendance. Si la personne n'est pas sûre de vouloir se rendre jusqu'à ce niveau-là ou qu'elle voudrait avoir un autre avis, on peut toujours se rendre voir notre pharmacien pour que celui-ci au moins discute des impacts sur notre santé que peut avoir le cannabis puis qu'il discute un peu des options qui s'offrent à nous. Tu vois, tu parles de dépendance. J'en ai une ici qui est dépendance au téléphone. Puis quand on lui enlève, elle est très irritable. Ça dure un certain temps. Il y a un sevrage, mais à un moment donné, elle redevient une jeune adulte agréable et normale. Merci, Nicolas. Merci pour tes réponses. Merci de nous avoir éclairés. On comprend bien qu'encore une fois, vous êtes important dans le processus, que vous êtes là pour aider, guider et nous mettre en confiance. Merci beaucoup. Jean-Nicolas, merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. C'est le fun chez nous. Hein? Ah oui, c'était le fun. Ce balado est un contenu publicitaire payé par Brunet. Les pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.